sur le continent. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. 8 mois après l'attaque de Bordeaux, 5 mois après celle de Sousse, celle-là d'une rare violence, on se le rappelle, la Tunisie a nouveau éprouvé. Mais là où elle s'y attend le moins, en plein centre de Tunis, la capitale, un bus de la sécurité présidentielle transportant des forces de l'ordre a volé en éclats tel une boule de cristal fragile au contact du feu. De l'explosion, plus d'une dizaine de personnes passées de vie à trépas. Le véhicule irrécupérable. Troisième attaque en un an en Tunisie, un nouvel affront dans la lutte internationale contre le terrorisme. Nous débattrons dans un instant de la question. Nous apprécions ensuite la nouvelle décision de l'organe de régulation des médias au Bénin, la HAC, une décision qui fait grand bruit non seulement dans le monde des médias, mais aussi dans l'arène politique. Décision numéro 15-052 HAC portant réglementation de la pré-campagne au Bénin, une décision liberticide. La question reste posée. Devoir de mémoire oblige, il y a 50 ans, c'était en novembre 1965, Mobutu prenait les rênes de la RDC, la République démocratique du Congo, Zaïre d'antan. Mes espoirs suscités, vite évanouis. Mobutu Sese Seko, le merci égaré ou le cauchemar d'une république. Sans détour, nos invités nous feront part de leur point de vue. Mais avant, le flash d'information. En Haïti, 2 policiers ont été blessés, dont un par balle, lors d'une manifestation de l'opposition. Les jets de pierre et tirs provenant d'une foule bigarrée, les auteurs n'ont pu être identifiés. La frange la plus radicale de l'opposition a prévu une nouvelle journée de mobilisation jeudi à Port-au-Prince. En Libye, sous la coupole de l'émir du Qatar, les tribus des Touaregs et Toubou ont signé lundi un accord de réconciliation globale pour mettre fin au combat dans la ville Oubari, dans le sud-ouest du pays. L'accord de réconciliation stipule un cessez-le-feu définitif entre les 2 parties en conflit. Au Congo-Brazzaville, Paulin Makaya, l'une des principales figures de l'opposition, poursuit son séjour carcéral. Officiellement entendu par des officiers de police judiciaire pour détention illégale d'armes de guerre, mais en l'absence de son avocat, le président du FRD n'a toujours pas recouvré sa liberté. La Tunisie éclaboussée par un nouveau bain de sang vit depuis mardi sous couvre-feu avec un mois d'état d'urgence décrété par Béji Caïd Essebsi, le président tunisien. 12 militaires venaient de trouver la mort dans l'explosion d'un bus de la sécurité présidentielle. Du bus, il ne reste qu'une carcasse calcinée. Le 3e attentat du genre dans l'espace d'un an a fait en outre une vingtaine de blessés. 3e attaque en un an en Tunisie, un nouvel affront dans la lutte internationale contre le terrorisme. Des éléments d'appréciation juste après ce générique. Deux invités pour m'accompagner au cours de ce nouveau numéro de votre émission Débat Angle de Vue. A répondu à notre invitation Vincent Folly, journaliste, éditorialiste et directeur de publication du quotidien béninois d'information La Nouvelle Tribune. Vincent Folly, bonjour. Bonjour. En face de lui, on a un autre homme de la plume, Edouard Loko, journaliste, chroniqueur et précédemment vice-président de la HAC au Bénin, une casquette dont nous aurons grand besoin au cours de cette émission. Edouard Loko, bonjour. Bonjour Joël. Alors Edouard Loko, je reste avec vous. Le dernier rempart en matière de sécurité en Tunisie, la garde républicaine prise au piège d'un attentat sanglant. L'histoire du bois mou qui prend feu. La Tunisie, avec le temps, était devenue un bois sec. C'est vrai que c'est le berceau du printemps arabe. Et si vous demandez à la grande majorité aujourd'hui des Tunisiens, c'est vrai que c'est dommage, mais certains regrettent déjà la période Ben Ali. Pourquoi? Au moins sur le plan de la sécurité. Vous vous rappelez que juste au départ à la fuite de Ben Ali, le groupe le mieux organisé, le mieux déterminé dans ce genre de pays arabes, ce sont les islamistes. Et à Ben Ali avait succédé, il faut le dire, Ennahda est un parti islamiste. Étant donné que c'est un parti islamiste, ils ont eu à faire preuve d'une certaine complaisance par rapport aux islamistes dits radicaux, parce que dans l'islam, il y a les islamistes modérés. Ennahda était censé un parti d'islamistes modérés, mais quand vous écoutez les discours de certains députés Ennahda, ça n'a rien à voir au discours des gens de l'EI. Donc, pendant longtemps, on n'a pas pris la mesure du danger que constituait l'islamisme radical en Tunisie. Aujourd'hui, que ce n'est pas l'islamisme qui est au pouvoir, c'est plutôt
des libéraux. Le mal a eu le temps de s'enraciner et la Tunisie n'est plus un bois vert, c'est du bois sec en matière d'islamisme. Et je crains que, malgré toutes les remontantes, que le mal soit profond et difficile à éradiquer. Vincent Foley, le gouvernement a alors pris à son propre piège? Bon, c'est difficile de dire. Je vais renchérir un peu les propos de mon confrère et dire que je ne crois pas que les Tunisiens auront à regretter Ben Ali. Ben Ali, je crois que la situation actuelle est la conséquence de la manière dont Ben Ali a dirigé ce pays, dans l'opacité, dans la violence. Parce qu'il y avait la violence d'un parti unique qui était partout, d'une sécurité qui contrôlait tout. Sous Ben Ali, oui, il faut le dire, je reconnais que les islamistes n'avaient pas droit de citer. Ils étaient mis sous éteignoir. Mais regardez, lorsque l'eau bout, le couvercle est sur l'eau qui bout, ben, quand ça commence à bouillir, effectivement, ça saute et l'eau s'évapore. Donc, je veux dire que ce qui se passe actuellement est la conséquence de ce que la Tunisie a connu comme gestion, comme gouvernance. Cela dit, ça n'excuse pas. Les islamistes, je veux dire les terroristes, le terrorisme, j'allais dire, est un hydre. Et comment couper cet hydre sans que ça repose, c'est tout le problème. Moi, je crois que les pays du Maghreb, les pays d'Europe même, sont partis pour une longue guerre. Et je crois, j'ai entendu l'ancien président de la Cour constitutionnelle, notre compatriote Robert Dossou, dire que c'est une troisième guerre mondiale qui est déclenchée, qui ne dit pas son nom. Et il y a donc une unanimité pour combattre le terrorisme. La combattre comment? En lui déclenchant la guerre. Or, la guerre que le terrorisme livre, c'est une guerre asymétrique, comme il le dit. C'est-à-dire, ce n'est pas une guerre classique où vous avez des soldats qui sont devant vous et vous tirez, ils vous tirent dessus. C'est une guerre complètement anormale. Et donc, ils peuvent surgir partout. Et les incidents de Tunisie, et vous savez, ce qui s'est passé, c'est le véhicule de la garde républicaine, c'est-à-dire la partie la mieux surveillée. Qu'est-ce qu'il y a de mieux surveillé que la garde qui est chargée comment on peut dire, de surveiller le chef de l'État. Et je vois que si tout est vulnérable dans le pays, de quoi que tout est possible. Il n'y a plus rien à sauver. Au moment où l'événement se posait à Washington, il y avait une grande rencontre justement consacrée au terrorisme. Et Barack Obama, hier foncièrement opposé à remettre des armes au chef d'État nigérian, Buhari, pour aller combattre Boko Haram, déclare, je cite, « Nous devons détruire l'organisation État islamique ». Là, de l'ambivalence de sa part? Oui, c'est un discours ambivalent et il faut le regretter. Mais Barack Obama, il est le dirigeant de l'Amérique. Il ne dirige pas l'Afrique, c'est l'Amérique. Et l'Amérique, c'est les gros intérêts. Les gros intérêts sont là. Ils veulent une chose et son contraire. Ce qui se passe, on dit qu'on ne veut pas livrer des armes aux Nigériens. Il faut le regretter. Avec quoi va-t-on combattre Boko Haram si ce n'est avec des armes? On dit qu'il faut faire les renseignements, c'est vrai, mais les gars, ils débarquent avec des bombes et ils peuvent tuer plusieurs personnes en même temps. Moi, je crois qu'il faut donner la sécurité à l'État, aux États, j'allais dire, leur donner parce que la sécurité assure une sorte de dissuasion. Si on sait que l'État est fort, on n'osera pas. Mais donc, dans le même temps, on doit pouvoir aider dans les renseignements. Donc, moi, je crois que le discours de ce qu'on appelle la communauté internationale, moi, je ne comprends pas le sens de ce mot. C'est l'ensemble des pays qui nous dominent. C'est ça qu'on appelle la communauté internationale. Et je crois que leur discours ambivalent, c'est au gré de leurs intérêts. L'EI qui est là, c'est une créature de l'Irak après Saddam Hussein. Lorsque les chiites ont pris le pouvoir à la place des sunnites qui dirigeaient le pays à travers Saddam Hussein et son parti basse, lorsque les chiites ont pris le pouvoir, ils ont un peu isolé les sunnites. Et c'est eux qui se sont regroupés pour créer l'État de l'EI. Donc l'EI, c'est une créature. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Tous les commentateurs le reconnaissent, c'est une créature des forces de ce qu'on appelle la communauté internationale. Edouard Loko, des déclarations au gré des intérêts pour combattre l'État islamique. Et là, faut-il croire à une coalition pour aller en guerre ouverte contre l'État islamique? D'abord, quand ils disent nous sommes en guerre contre,
c'est difficile, comme l'a dit M. Folly, mon confrère. Tu ne vas pas me servir. En fait, ce n'est pas une guerre. Il peut quand même dire guerre. Vous êtes devant face de jeunes gens qui ont perdu toute humanité, qui peuvent prendre des clatines, qui peuvent venir tirer dans le tas devant d'autres jeux. Ils sont en train de regarder un spectacle. Vous voulez faire quelle guerre à ce genre de monde? Ils restent en bas, ils sont en train de bombarder. C'est comme si vous étiez en train de donner un coup de pied dans une fourmilière. Ils vont s'égayer un peu partout. Le mal est toujours là. C'est-à-dire, c'est plus profond que ça. Dire qu'on va faire, ils vont bombarder. Il y a longtemps qu'ils sont en train de bombarder. Pour quel résultat? Voilà. Pour quel résultat? Il va falloir peut-être courageusement aller sur le terrain pour en revenir maintenant à l'ambivalence du discours de Obama. Comme vous le dites, c'est délicat. Vous savez, l'armée nigérienne est réputée, en tout cas jusqu'à l'avènement de Buhari, comme une armée où il y a beaucoup de corruption. Vous savez, tous les éléments qu'utilise aujourd'hui Boko Haram pour fabriquer ces ceintures viennent de l'armée, de l'armée nigériane. C'est tracé et c'est réel. Quand on prend d'autres exemples, l'EI aujourd'hui est super armé en Irak. C'est des armes que les Américains ont eu à donner aux chiites qui, lors des débarques, se sont tout simplement contentés de les laisser, n'ont même pas emporté des mitrailleuses. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la force de l'UE. Donc, dans ce cas, c'est que les Américains, ils hésitent, ils veulent une chose et son contraire. Comment on ne donne pas l'arme qu'il faut à l'armée américaine, à l'armée nigériane, mais on veut quand même qu'ils combattent Boko Haram, qui est parfois super armé. Toute la problématique est là. Vincent Folly, la coalition internationale contre l'État islamique, de beaux jours devant elle? Non, moi je ne sais pas si la coalition, regardez la Russie qui fait bande à part. Bon, le président Hollande doit rencontrer Poutine, je crois, aujourd'hui. Mais vous savez qu'un avion russe a été bombardé par la Turquie, qui fait partie de ce qu'on appelle la grande coalition. Donc et la Turquie qui est soupçonnée... non, pardon? C'est du leur, cette initiative? Non, n'emploie pas de grands mots. Nous, on n'est pas sur place. Ça doit signifier quelque chose lorsque les gens disent qu'ils signent des accords. Est-ce qu'on a vraiment le choix que d'aller en rang dispersé? Non, on n'a pas le choix. Mais le terrorisme, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. Moi, je crois que les pays, tous les pays du monde, y compris le nôtre, un terroriste débarque à Dantokpa, vous imaginez le carnage. C'est pourquoi les discours qu'on fait contre Boko Haram, il faut vraiment surveiller. Moi, je dis qu'on va vivre pendant longtemps avec le terrorisme parce que c'est une force aveugle qui peut intervenir n'importe où, n'importe quand. Et vous voyez en Belgique, moi ça me fait un peu marrer de savoir qu'ils ont pris des dispositions, comment ils appellent ça, couvre-feu, blocage, des trucs, ils ont fermé les écoles. Mais ça va durer combien de temps? Parce que le terroriste ne vous attaque pas quand vous vous y attendez. Il vous attaque quand vous vous y attendez. Les gens sont à un spectacle. Les gens sont dans un bar. Et on vient, on les canarde comme des petits cabris. Donc il y a quelque chose à faire pour voir comment combattre quelque chose qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue et qui n'existe que de manière virtuelle. C'est des gens qui ont choisi de mourir. Ils n'ont même pas peur. Je ne sais pas comment des gens, leur cerveau fonctionne, où on peut se mettre, je sais pas moi, comment ils appellent ça, des gilets avec des bombes et se faire tuer. Moi, la vie, il faut l'aimer, moi je l'aime. Mais c'est des gens qui disent que la vie ne vaut rien et qu'il y a quelque chose de là. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a un travail idéologique, il y a un travail de développement à faire dans ces pays où il y a la misère, une misère cadavérique par rapport à la misère, par rapport à l'opulence de la classe dirigeante qui a du pétrole, qui vit sur les ressources du pétrole. Il y a quelque chose à faire et ce n'est pas certainement la guerre aveugle que l'on voit aujourd'hui, de mon point de vue. La lutte contre l'État islamique reste une course de fond, une lutte de longue haleine. Il va falloir prendre du temps pour y revenir à bout et rien et nul ne sera de trop dans ce combat. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour notre premier débat du jour. Sans détour, nous vous amenons au cœur de la polémique à la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au Bénin. Sur la sellette, la décision numéro 15052 HAC portant réglementation de la pré-campagne électorale sur les médias. De quoi retourne cette décision et pourquoi tant de tollé? L'analyse de nos invités, c'est après ce générique. Il faut commencer par...
La composition du plateau n'a pas changé. Le débat se poursuit avec Vincent Folly et Edouard Loko. Une question subsidiaire à l'ancien vice-président de la AAC. Vous devinez, je vais nommer Edouard Loko avant de venir au sujet proprement dit. Edouard Loko, de votre passage au sein de l'organe de régulation des médias, assez de regrets. Aussi, c'est avec beaucoup de plaisir que vous voudrez bien reprendre les commandes. Non, heureusement qu'on ne fait ça qu'une seule fois. Heureusement. Heureusement qu'on ne fait ça qu'une seule fois. Non, c'est une expérience bien à faire quand vous êtes journaliste, c'est que vos camarades vous élisent, parce que moi j'ai été élu, vous envoient là-bas. C'est une expérience à faire. J'étais un voleur, ils m'ont pris comme gendarme, donc j'ai été joué aux gendarmes. Maintenant je suis redevenu voleur, donc je connais mieux la maison pour eux. Donc, vous connaissez bien la maison pour eux, oui, et voilà. Ça suffit. Oui, ça suffit, ça suffit. C'est vraiment une expérience à faire et il ne faut pas la faire deux fois. Heureusement qu'on ne la fera pas deux fois parce que lorsque vous êtes là-bas, vous êtes bourreau de vos confrères. Hein, parce que la HAC, on a beau le dire. Difficile à vivre. Avant moi, il y avait Agapé Napoléon qui a toujours dit la HAC est une institution liberticidaire. Vraiment. J'ai fait un mois, j'ai dit la même chose. Celui qui m'a suivi déjà, lui aussi dit la même chose. Lorsque vous êtes professeur élu, ce n'est pas une institution au fait, c'est une institution de l'État. Conçu dans sa structure, dans sa structure, dans son fonctionnement, pour protéger au fond l'État par la presse. Présentement, l'instance de régulation des médias semble bien loin de la tourmente. Une première décision prise, vite rapportée, cas très contestée. Mesure conservatoire prise à l'encontre d'organes de presse, mais jugée fantaisiste. À la série s'ajoute désormais la décision portant réglementation de la pré-campagne électorale sur les médias. Une décision qui alimente la polémique au-delà du monde des médias, avec la complicité de la régie, et je vous invite plutôt à suivre cet élément témoin. Cette sortie médiatique de l'Alliance ABT est relative à la dernière décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, qui interdit jusqu'à l'ouverture officielle de la campagne électorale béninoise par la Commission électorale nationale autonome Sénat, la diffusion dans les médias, à savoir la presse, la radio et la télévision, de la quasi-totalité des activités politiques émanant des potentiels candidats au scrutin présidentiel du 28 février 2016. Pour Abdoulaye Biotchane, le leader de Tabati Taba, cette décision appelle à des observations qu'il a jugées opportun de partager avec l'opinion publique. La liste des activités interdites de diffusion dans les médias par la HAC est très large et prend en compte presque tous les canaux par lesquels les hommes politiques, les potentiels candidats au scrutin présidentiel peuvent informer les populations, exposer leur vision du développement ou présenter leur projet de société. Dans sa pratique, cette décision de la HAC s'assimile à une politique de deux poids, deux mesures. Elle restreint l'accès à tous les médias aux potentiels candidats qui n'occupent pas de poste de responsabilité politique ou administrative. Des gens comme moi, quoi. Pendant ce temps, ceux qui occupent des postes ministériels, parlementaires et les cadres de l'administration publique peuvent se cacher derrière leurs fonctions officielles pour voir leurs activités politiques faire l'objet de médiatisation. Abdoulaye Biotchane s'est également penché sur la perte financière que représente cette décision pour les organes de presse béninoises. Cette décision de la HAC, je ne la comprends pas économiquement. Parce que cette décision de la HAC est un coup dur porté aux finances des organes de presse. Parce que c'est justement pendant cette période que certains organes de presse peuvent se faire suffisamment de ressources pour le fonctionnement futur de leurs organes de presse. Alors que l'aide publique de l'État à la presse est déjà insuffisante, la HAC veut leur retirer d'autres moyens d'existence. Notons que cette décision de la HAC est valable du 18 novembre jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne électorale proprement dite. Retour sur ce plateau et je vais directement m'adresser à vous, Vincent Folly. Quel effet cela fait de savoir que le politique finalement vole au secours, peut-on dire, de l'homme des médias? Moi, je ne vais pas bouder mon plaisir. Je me réjouis que les hommes politiques se réveillent et qu'ils soient, je souhaite qu'ils deviennent nombreux à défendre nos intérêts à notre place. Ah mais bon, c'est bien. La HAC a besoin d'avoir tant de gendarmes derrière. Hein? Non, qu'ils disent que c'est une période où on clane des ressources et que ce ne serait pas bon, je trouve bien. Et il dit
que la presse n'a pas de moyens, l'aide de l'État n'est pas... J'espère qu'il arrivera au pouvoir et qu'il va pouvoir donner à la presse les moyens de sa politique. Vous le prenez et moi, déjà au mot. je le prends au mot. Et je dis, c'est bien. Mais il ne faut pas nous infantiliser. Je crois que ce qui arrive... Quelque part, on essaie de vous infantiliser? Non, non. C'est le futur candidat ou la HAC? Non, je voudrais que lors de ce débat, je n'aime pas critiquer les hommes politiques. Ils sont déjà l'objet de trop de critiques, ça suffit. Bon, cela dit, je dis que ce qui arrive actuellement ne m'étonne pas. Ce n'est pas la première fois que la HAC prend une telle décision. La preuve, c'est que personne n'en tient compte. Tout le monde sait que ça ne sera pas appliqué. Et je le dis en regardant droit dans les yeux de ces messieurs qui sont là-bas pour dire que ça ne peut pas se passer comme ça. La HAC, vous êtes désormais au-dessus de la HAC, c'est ça? Je n'ai la pas... HAC prend une décision, vous dites que ça ne peut pas se passer comme ça? Non, c'est tous les 5 ans que mon confrère pourra me le confirmer. Il a fait la HAC et nous les avons combattus à l'époque. Je crois qu'il y a eu une HAC, la HAC de M. Zato, qui était même allé dans une décision jusqu'à dire d'arrêter de faire des éditoriaux et des commentaires. Mais on a dit, c'est quoi ça? Ils sont revenus dessus très rapidement. Aujourd'hui, dans leur décision, on pourra la disséquer. Ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Mais je crois que je me rallie à ce que mon confrère a dit. La HAC, c'est une institution politique. C'est une institution de l'État. Mais qui oublie au fil des mandats que sa mission première est de protéger les libertés. C'est même dit clairement dans l'article 1 de leur loi organique. C'est protéger les libertés. Parce que nous venons de loin. Nous sommes venus du coup. La liberté est menacée là? Elle est menacée et tous les jours elle est menacée. Et nous, c'est une conquête permanente. Non, nous venons de loin. On a connu 17 ans de régime fort où tout était, j'allais dire, emprisonné, embrigadé. Il n'y avait pas de liberté. C'est vrai qu'à la fin du régime de Kérékou, les journaux ont commencé à éclore. Il faut saluer la période où il y avait Tam Tam Express, la Gazette du Golfe et d'autres canaux, l'Observateur de mon ami qui est devenu homme d'affaires, François Comlan. Oui, il faut les saluer parce qu'ils ont eu, pendant la fin, vers la fin du régime Kérékou, et Kérékou, il faut le saluer, paix à son âme, et il faut le saluer pour avoir compris qu'il ne fallait pas continuer à réprimer. Et nous sommes venus de loin et la conférence nationale a décidé de donner les libertés. Et on a créé cette institution. Été président de la HAC, non, pourquoi vous dites qu'il a compris qu'il ne fallait pas réprimer la presse? Non, c'était d'avant. Avant, c'est-à-dire la conférence nationale, il y a eu une période de grande floraison de la presse. Je parle de la période de Tam Express, peut-être vous étiez jeune. Moi, je suis un peu plus âgé, mon confrère pourra me confirmer ça. C'est 87-88, c'était une période de grande effervescence au niveau de la presse. Et ça a retrouvé les années que les anciens regrettaient, c'est vrai. Et donc, cette période-là, on venait de loin. Et on ne peut pas, après le renouveau démocratique, revenir encore, instituer, mettre en place une institution qui réprime la liberté. Et je crois que ceux qui sont à la HAC oublient très vite que leur rôle n'est pas de réprimer, mais de permettre aux libertés de s'exprimer le plus largement possible. Parce qu'aujourd'hui, en dehors de cette institution qui est la HAC, qui est chargée de protéger, il y a le tribunal, où il y a le contradictoire, ou quelqu'un qui se sent blessé. On pourra parler de notre confrère qui a été suspendu injustement, et je vais insister là-dessus, je crois que mon confrère ne me démentira pas. On pourra parler de cette période. Je crois qu'il y a tout dans notre arsenal juridique pour protéger ceux qui sont blessés par les écritures, par la presse. Et donc, il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas créé une institution qui servira d'épouvantail. Moi, la HAC ne me fait pas peur. Elle est composée des hommes. Elle est composée des hommes. Edouard Locaux, qui connaît et sait comment ça se passe. Edouard Locaux, dites, cette décision, est-ce qu'on ne jette pas vraiment un peu trop de discrédit sur l'institution? Est-ce qu'on n'y va pas de manière un peu trop forte? Non, non, comme il a dit l'immense, c'est que non, nous avons toujours pris cette décision. Elle a toujours pris cette décision et elle n'a jamais été respectée. Et Merci. En 2005, j'ai été celui, puisque c'était du temps des Wenotin, du feu Wenotin, pas de commentaires. Je suis monté au créneau. Le problème, la galerie. Non, la HAC n'a pas la galerie. La HAC est dans son droit le faisant. C'est pour ça que je vais me faire porte-à-faux contre ce que dit l'immense. Donc, c'est comme ça que je l'appelle. Il ne faut pas... C'est de l'hypocrisie que font les hommes politiques là. Voilà. Ce que je dis n'est pas subjectif, c'est objectif. C'est tellement que le président Abiotia n'avait pas de députés là-bas. Qui sont ceux qui ont écrit le code électoral qui permet la HAC? La HAC n'a rien inventé. Fait un procès à la HAC.
c'est laisser le serpent et de taper dans le feuillage. La RAC n'a radicalement rien pour rien. C'est-à-dire, elle a l'obligation de régenter une période dite préélectorale qui n'a pas d'existence légale. Nulle part il y a de ça d'existence. C'est une réalité politique, c'est une réalité médiatique qu'elle essaie de réglementer et le diable est dans les détails. Pourquoi est-ce que c'est le même code que la RAC actuelle s'est servi pour les législatives? Il n'y a pas eu le tollé qu'il y a eu. Il y a eu une décision pareille. Personne n'a voulu. Aujourd'hui, ils sont allés un peu plus dans les détails de façon, disons, imprudente. Oui. Mais ce qu'il faut faire, je vous dis, comme nous avons toujours su le faire, les gens de la RAC, c'est de bons pères de famille qui savent jusqu'où ne pas aller. Il ne s'agira pas de monter au créneau. C'est pourquoi je veux que les politiciens enlèvent leur bouche dans cette affaire. Il ne s'agit pas de dire la RAC. C'est eux qui disent que, de façon idiote, qu'il ne peut pas y avoir d'activité politique dans une période politique. C'est écrit noir sur blanc. Qui sont ceux qui votent les lois? C'est les hommes politiques là, non? C'est pourquoi ce que je dis n'est pas subjectif, c'est objectif. Je parle d'hommes politiques aujourd'hui. Ceux qui montrent que peut-être ils n'étaient pas à l'Assemblée nationale. Figurez-vous que l'Assemblée nationale, c'est aussi le niveau des députés qui compte. On glisse dans une loi comme le code de la presse que les grogneurs sont des journalistes. C'est le niveau de celui qui a glissé. Parce que tu sais, quand on commence à étudier les lois, les grands, ceux qui ont un niveau, ils sont fatigués, bon, ils savent que c'est lancé. Ils sortent. Et des gens glissent des choses inimaginables. Sinon, vous pouvez imaginer que des politiques eux-mêmes s'asseyent pour mettre dans une loi qu'on ne fait pas politique, au moins il faut le plus faire politique. C'est les mêmes qui se plaignent pour dire qu'il n'y a pas de débat politique. Et sinon, jamais imaginé dans leur vie qu'aujourd'hui, on parle de primaire, non, primaire. Les primaires sont quelque chose dans les partis politiques qui peuvent exister. Et les primaires, ça peut commencer 2 ans à l'avance. Ce n'est pas de la politique. On ne doit pas relayer ce que disent les candidats aux primaires. Donc c'est une aberration dont les seuls responsables sont les hommes politiques. Aujourd'hui, ceux qui montent au créneau pour nous défendre, je les remercie vraiment comme mais c'est leur faute. C'est pas ce que je dis. Objectif, c'est pas subjectif. C'est des hommes politiques, c'est des députés qui ont écrit cette ineptie qui nous infantilise. Infantilise sur le peuple. Parce qu'en privé, lorsque vous écoutez les diplomates, mais ils tombent des nues, on dit, mais attendez, on est où là? Dans quel pays on dit qu'on ne va pas relayer l'activité des partis politiques? Non, que la RAC en soit venue à citer un certain nombre d'activités qu'on ne va pas relayer, quelque part, avec un peu de recul. Il n'est pas question là que la presse, au moins, en arrive aussi à battre sa coupe. Non, quel coupe? Non, quel coupe? Je vais regarder. Et je vais rapidement revenir sur ce que mon confrère a dit de manière très brillante, mais préciser, préciser quoi? C'est vrai que nos hommes politiques ne font pas beaucoup attention aux lois qu'ils votent. Ils ne font pas beaucoup attention. Et c'est souvent du copier-coller. Et c'est quand ça les intéresse, comme vous avez dit là, j'ai été ahuri de regarder le code de la presse qui est censé nous régenter, le nouveau code, cité parmi les journalistes, les grogneurs. J'étais complètement ahuri. Mais je crois que si moi j'étais sur les bancs de l'Assemblée, je leur dirais non, ce n'est pas possible. Mais ils ont glissé dedans. Il y a d'autres énormités qu'on pourra ressortir le moment venu. Parce que cette loi, je crois qu'elle ne pourra pas être appliquée dans son terme. Bon, cela dit, nos députés ne savent pas ce pourquoi ils votent. Souvent, ils font faire du copier-coller de ce qu'ils ont vu ailleurs ou de ce qu'ils voient ailleurs. Et la plupart du temps, ils ne savent même pas. Le pouvoir qu'ils ont donné à la RAC, ils n'en sont même pas conscients. Lorsque la RAC se lève pour nous régenter, on ne voit pas beaucoup de policiers nous défendre. On ne les voit pas. Et ils ne savent pas quel pouvoir ils ont confié. Et nos confrères ont raison de dire que la loi organique donne beaucoup de pouvoir à la RAC. Mais moi, je suis de la presse. Je ne peux pas appuyer un organisme qui est du domaine administratif avoir plus de pouvoir sur moi. Moi, je n'accepte pas. Je crois que nous sommes sous un régime de double sanction, en quelque sorte, avec la RAC qui nous donne la sanction administrative, avec le tribunal qui nous donne sanction pénale, c'est vrai. C'est vrai que dans l'administration fonctionne un peu comme ça. Mais la sanction administrative ne peut pas devenir plus forte que la sanction pénale. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, on pourra le démontrer. Cela dit, je dis que la décision de la RAC, elle ne sera pas respectée. Parce que regardez l'article 4 qui dit il est formellement interdit à tous les médias de relayer tout élément de campagne relative à l'élection présidentielle de l'année 2016 avant la période prévue par le Code électoral de la République du Bénin. La période prévue, c'est les 2 semaines. Dans quel pays nous sommes? Nous sommes au Bénin, nous ne sommes pas sur la planète Mars. Nous sommes au Bénin et les réalités au Bénin sont claires. Vous voyez aujourd'hui, il y a très peu de partis politiques qui montent au créneau. Ceux qui arrivent, c'est des hommes nouveaux.
En 2 semaines, se faire connaître, moi je les défie de pouvoir se faire connaître en 2 semaines. Ailleurs en France, je crois que la loi est suffisamment large pour faire quoi? Les États-Unis ont commencé les primaires il y a bien longtemps. On savait que Mme Clinton était chose. À 2 ans d'élection, les élections ont lieu en 2017, si je ne m'abuse. Mais ils sont en train de faire les primaires. D'organiser les primaires. Et le rôle de la presse, ce n'est pas d'inventer. Moi, je ne vais pas inventer qu'il y a eu meeting alors qu'il n'y en a pas eu. Si les hommes politiques sont chargés d'animer la vie politique, le journaliste est chargé de donner l'information. Nous avons un devoir d'information parce que lorsque les politiques vont sur le terrain, ils racontent des choses. Il faut que les gens entendent ce qu'ils racontent. Il y en a qui vont tenir des discours régionalistes. On en a vu par le passé. Mais la presse est là pour relayer tout ça, parce que le public a droit à l'information. Et l'information permet d'avoir les moyens d'agir. Donc, notre rôle, moi je crois que le politique qui nous a défendus, bon, il est dans son rôle, je ne dirais pas comme mon confrère, que il va la boucler, il ne peut pas la boucler. C'est eux qui organisent les meetings, c'est pas moi. Et quand ils organisent les meetings, ils ont besoin de relais. Sinon, ils peuvent le faire, on peut faire quelque chose dans sa chambre et se faire relayer dans les journaux. On peut faire quelque chose dehors, c'est-à-dire sur la place publique qui ne sera pas relayé si les journaux ne viennent pas, si la presse n'y est pas. Donc moi je dis, nous sommes dans un rôle de quoi? D'informateur. Et notre rôle n'est pas d'inventer qu'il y a eu meeting alors qu'il n'y en a pas eu. Celui qui écrit ça, il est déjà frappé par la loi. Les décisions de la RAC constamment remises en cause, comme c'est le cas maintenant depuis cette mandature que nous connaissons, est-ce que c'est vraiment une option à faire? Si c'est les politiques qui sont dans l'ombre à tirer la ficelle, quelque part, même l'autorité du premier responsable n'est-elle pas bafouée? Non, je dis que j'invite Clément. C'est-à-dire, nous allons violer violemment, comme non, ne disons pas ça. Nous savons tous que nous allons violer, nous violons ça depuis que, je crois même que les gens ne prennent même pas la peine de lire cette décision-là parce qu'on sait qu'elle est inapplicable. Ça a été toujours comme ça. De notre temps également, c'était pareil. Mais nous, on n'est pas allé autant dans les détails parce qu'on sait qu'il faut regenter. Nous, on a dit, il ne faut pas dire voter pour, mais on ne peut pas interdire de dire. Mais le citoyen est libre de dire, je veux que tel soit candidat. Oui. Est-ce qu'il est déjà dans la campagne? Non, il dit, je veux qu'il soit candidat. Oui. Bref, c'est une décision, et la RAC est dans son droit en la prenant. Elle n'a rien inventé, elle a recopié que des dispositions de la loi et l'autre énormité qui date de la loi 1947. Est-ce que vous savez que la propagande politique est interdite au Bénin? En toute période. C'est écrit noir sur blanc depuis la loi 1997. Ils ont eu l'imbécilité, excusez-moi le mot était fort, de reprendre ça dans le code. Est-ce que vous imaginez qu'on écrive que la propagande politique est interdite? Point barre. C'est écrit, oui, c'est ça. Donc vous voyez, c'est inimaginable. Non, c'est pourquoi je vous dis que c'est le niveau de nos députés, globalement, qui peut qui pourrait permettre de prendre certaines lois. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'on dit que c'est les politiques, il faut faire la saison pas, sinon on va faire politique. Vous dites maintenant non. Il faut pas que la presse couvre. Ça n'a pas de sens. Maintenant, pour en revenir à l'institution, comme vous dites, non, il ne faut pas jeter la pierre à la RAC. Je le dis, parce que j'ai été là-bas. Chaque RAC, c'est-à-dire, elle est le produit de son contexte. Ils sont venus dans un moment difficile, c'est la fin d'un système, la fin d'un régime, et voilà que c'est un RAC, comme toutes les RAC, je le dis, c'est un RAC pro-pouvoir. C'est leur régime qui est en train de partir. Et nous avons un président de la République qui tient toujours à garder le gouvernail. On a amené la RAC, et le président est dans ses programmes, mais la RAC a continué à protéger l'improtégeable. À couvrir ce qu'on ne peut pas couvrir, parce que vous voyez le service public, peut-être le service public est plus content dans cette décision, parce que les professionnels qui sont là, ils ont marre, parce que vous voyez, au moment où on ne couvre pas les autres activités, on dit, ils ont inventé le journal des régions, où vous avez 5 reporters FCBE. Ah oui, sur le service public, à la télévision. On dit dans telle région, telle région, telle région. Maintenant, ils se cachent derrière ça. C'est pour ça que ce n'est pas si mauvais que ça. Le service public aime ce genre de décisions pour se protéger. Je sais de quoi je parle. Ça leur permet désormais d'être un peu plus neutre. Déjà, donc, vous voyez le bon côté de l'affaire et ne défions pas la RAC. Dans la même République, nous n'allons pas. Dans la même République, on se permet de prendre des décisions comme celle-là. Oui, c'est parce que c'est permis. Pour aider certains à souffler et d'autres à continuer. Oui, quelquefois, j'ai été à la RAC, quelquefois, le service public, les procès de service public qui ont mal à leur télévision veulent que nous les aidions parfois à réparer les choses. Et je vous dis que ce genre de décision, eux,
ils aiment l'appliquer. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Ils aiment appliquer ce sur une décision. Ça les met désormais à l'abri de tout. Parce que s'ils vont continuer à parler politique, c'est forcément en faveur du président de la République, en faveur du FCBE. Vous allez en faveur du FCBE, déséquilibre criant en faveur du FCBE. En prenant cette décision, la RAC a déjà refusé où on se cache derrière. Je sais de quoi je parle. Mais lorsqu'il Donc, y en a, ça a son bon côté. Et lorsqu'il y en a qui vont se refuser à l'appliquer et que d'autres vont se décider à l'appliquer, est-ce que ça ne mettra pas la cité en danger? À la RAC, c'est des gens, c'est des bons pères de famille. C'est des gens qui réfléchissent. Je n'ai encore vu aucune RAC interpeller un journal par rapport à la violation d'une décision de pré-campagne. Peut-être pour la campagne, là, les 2 semaines, là, la RAC devient alors très regardant et très précis. Là, dans ce cas, on ne laisse pas. Mais pour toutes les décisions, je vous ai dit, j'ai été devant la front en 2005 contre quand ils ont refusé de faire des commentaires. J'ai dit, mais on doit faire des commentaires. Je suis monté au créneau. C'est le droit de faire des commentaires. C'est vrai que le commentaire, c'est pas ce que nous faisons là où le commentaire, on ne dit pas ce qu'on pense, parce qu'on pense ça. Ça, c'est règle également. C'est sur les faits. C'est sur les faits. Mais ce n'est pas ce que nous faisons souvent. Mais bref, on doit laisser le journaliste le faire. J'ai tout monté au créneau. Après, je suis arrivé là. Non, on peut ne pas faire de commentaires. Nous disons qu'il faut privilégier le mode de reportage sur certains sujets. C'est ce que nous avons dit, nous. Privilégier le mode. On n'a pas dit que nous avons refusé. Donc, ça, c'est resté comme ça. Nous avons tout dit et rien. Mais c'est une décision que personne n'a jamais appliquée, celle-ci aussi. C'est pourquoi je voudrais que nous n'attirons pas trop l'attention. Ça va faire comme si nous défions la RAC pour dire, comme dirait nous allons violer violemment, tu ne pourras rien. Non, la RAC a le pouvoir de nous rappeler tout ça. Parce que depuis que la vie a c'est violer tous les jours, allègrement. Elle le sait. Et elle nous laissera faire. Vincent Folly, voilà qui clôt le débat. C'est une décision prise à dessein. Non, moi je ne sais pas si c'est à dessein. Je ne parlerai pas comme mon confrère. Il a fait la RAC et il en prend la défense. Il en prend la défense. Moi je n'y ai jamais été. Je ne souhaite pas y être. Chaque fois qu'on m'en parle, je dis non, je ne veux pas être dans une institution politique. C'est de la politique qu'ils font. Pardon? Vous pouvez corriger les choses? Non, on ne peut rien corriger. Ils sont 3 contre 6. La RAC au total c'est 9. La presse ne fait pas son lobby auprès des députés? Moi, je ne sais pas. On ne peut pas. C'est-à-dire, une loi comme le Code de la presse ne peut pas être votée sans les représentants de la presse. Qu'on puisse mettre le thème de grogneur parmi les députés. Et puis, ce sont les députés qui votent. Pourquoi ne pas essayer de les voir faire le lobbying qu'il faut pour les amener? Ils ont fait le lobbying, je crois que les associations ont fait le lobbying, mais leur vigilance a été trompée. C'est le lobby qui a fait qu'on assiste à la casquette de grogneur comme journaliste. Sinon on verrait pire. Non, après quand vous faites ça, vous n'êtes pas là quand ils sont en train de voter, mais ils se font des concessions. Je sais celui qui a glissé à faire de lobbying. Pendant affaire de grogneur, pendant le lobbying à grand propos, déjà, nous le donc le député a des grogneurs qui doivent avoir des hommes. Voilà, il a dit que lui, sans ça, là, lui ne peut pas. On s'est dit qu'arriver là-bas, qu'il y a des personnes de bonne volonté, des personnes assez intelligentes pour l'en empêcher. À cela, vous avez délivré aussi des cartes de presse? Des grogneurs? Non, pas encore. La RAC n'a pas. La RAC ne fera pas. Il n'y a pas que ça. Vous savez, il y a quelqu'un, on ne peut pas dire que cette personne n'est pas allée à l'école. C'est un magistrat. Elle a plus glissé dedans. Elle quoi? Que désormais, la prescription est de 3 ans. C'est ça que vous ne savez pas. Non, je sais. 3 ans dans une matière spéciale comme la presse, c'est maximum 2 mois, 3 mois dans tous les pays. Elle a glissé dedans. Que c'est 3 mois. 3 ans. Ce qui fait qu'un dossier peut être évoqué à tout moment. Quelqu'un qui ne vous a pas attrait en justice, il se réveille 2 ans plus tard, il regarde votre tronche et voilà. Il pense que Joël est en train de devenir trop beau, donc il faut que tu te lances en disciple. Voilà, c'est ça qui... 3 ans. Et c'est quelqu'un qui a mis ça. Donc vous voyez, c'est pourquoi dire le niveau de notre député est à revoir. Le truc ne serait jamais arrivé lors de la première mandature. Précédemment président du comité d'organisation des États généraux de la presse, en observant tout ceci, c'est quoi votre réaction? On souffre un peu dans sa peau? Non, ma réaction c'est que c'est des péripéties, tout ça, c'est des étapes. La loi, là, avec le temps, ça va être amélioré. On va lever les grognes. Ça va mettre du temps, c'est sûr. Lorsque vous aurez les députés, vous voyez que les politiques, ils montent au maintenant pour dire c'est inimaginable. Non. Je crois que la prochaine fois, ils vont dépoussiérer le code électoral là de c'est inimaginable. Que même puisse dire que on met que 3 mois avant, on ne peut pas faire choses là. Alors que désormais, de plus en plus, on parle de primaires. Il y aura les primaires de plus en plus, peut-être dans nos partis, lorsque nous sommes de grands partis. Les primaires peuvent être déclenchées 2 ans à l'avance. Aujourd'hui, aux États-Unis, les primaires, c'est les télévisions qui organisent les débats entre ceux qui sont candidats. Au Bénin, c'est inimaginable. Donc,
je crois, M. Folli-Vincent Lema a toujours dit, depuis que j'étais à la HAC, on nous infantilise. Et moi-même, le jour où nous avons pris la première décision réglementaire après campagne, j'ai dit, nous devons travailler à ce que une institution de l'État ne puisse plus sentir le besoin d'infantiliser les journalistes en leur disant... Parce qu'il n'y a pas normalement de déontologie préélectorale, électorale. La déontologie, elle est unique et de tous les instants. Le code électoral béninois régissant les élections, assez de couacs, d'irrégularités qui seront en son temps revus, corrigés. Le débat vient plutôt d'être lancé. On y reviendra sans nul doute sur le plateau de Sika. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour le deuxième débat du jour. Avant le troisième sujet, voici à nouveau le point de l'actualité à travers le flash d'information. En Haïti, 2 policiers ont été blessés, dont un par balle, lors d'une manifestation de l'opposition. Les jets de pierre et tirs provenant d'une foule bigarrée, les auteurs n'ont pu être identifiés. La frange la plus radicale de l'opposition a prévu une nouvelle journée de mobilisation jeudi à Port-au-Prince. En Libye, sous la coupole de l'émir du Qatar, les tribus des Touaregs et Toubou ont signé lundi un accord de réconciliation globale pour mettre fin au combat dans la ville Oubari, dans le sud-ouest du pays. L'accord de réconciliation stipule un cessez-le-feu définitif entre les 2 parties en conflit. Au Congo-Brazzaville, Paulin Makaya, l'une des principales figures de l'opposition, poursuit son séjour carcéral. Officiellement entendu par des officiers de police judiciaire pour détention illégale d'armes de guerre, mais en l'absence de son avocat, le président du FRD n'a toujours pas recouvré sa liberté. En RDC, le mois de novembre, le 24 plus précisément, rappelle à plus d'un, le 24 novembre 1965, Mobutu Sese Seko, Joseph Désiré Mobutu, prenait le pouvoir. À ses premières heures, les Congolais étaient nombreux à voir la vie en rose. Mais quelques années ont suffi pour voir plus d'un déchanté. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Quel aura été le gain de passage de l'homme à la tête de la République démocratique du Congo, voire au-delà de ses frontières? La préoccupation sera abordée très rapidement après ce générique. Cette sortie médiatique. Mobutu Sese Seko, l'homme qui aura été capable du meilleur et du pire pour le Congo, clame-t-on. Vous le voyez aussi sous ce jour, monsieur Vincent Folli? Oui, le bien, le mal. Peut-on voir quelqu'un comme Mobutu? C'était un dictateur. Et à regarder le film qui est maintenant dans presque toutes les rues, ben, on a honte en tant qu'Africain de voir cet homme diriger un pays. Bon, donc il faut regretter pour les Congolais. Tout est à reprendre dans ce pays. Honte, c'est le sentiment qui vous habite aussi? Non, pas forcément Mobutu. C'est Kokokoubendu Ouazabanga était le produit d'une époque. Et avec l'aval des Américains et des Français, il a pu diriger le Grand Zaïre qui ne pourra plus être dirigé comme lui par quelqu'un parce que c'est un sous-continent avec beaucoup de richesses. Il y aura toujours des rébellions. Donc, il était produit d'une époque, il aurait pu faire mieux. Vous imaginez, les gens disent que si les Israéliens étaient nés au Zaïre, donc une époque bien révolue. Dans quelques minutes, à la fin de ce numéro de votre émission Angle de Vue, chers invités, merci d'avoir été de la partie. Mesdames, Messieurs, il faut n'avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Il faut savoir vivre sa vie et son temps. C'est sur cette pensée de Jean Jaurès que les rideaux se referment sur ce numéro de votre émission Débat Angle de Vue. Demain est un autre jour. Gardez donc votre position toujours sur Sika, la chaîne d'information en continu. À très bientôt. Quand on fait le total.